Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau talk. Nous avons la chance maintenant d'accueillir une femme d'un immense talent et d'une très grande qualité, d'une générosité totale, qui va nous parler de la manière dont le patrimoine peut devenir matière à création contemporaine. Aline Asmar-Daman est d'origine libanaise, c'est une architecte parisienne qui a choisi d'être parisienne, qui se nourrit et nous nourrit d'histoire. Elle a travaillé sur des chantiers parmi les plus emblématiques, notamment à Paris ces dernières années, l'hôtel de Crillon, dont elle a piloté la réinvention, le restaurant gastronomique de la Tour Eiffel, le Jules Verne, qui a été une prouesse technique également. En ce moment, elle est en train de terminer un hôtel situé dans un palazzo vénitien du XVe siècle, si ma mémoire est bonne. Mais ce qui est surtout particulier, c'est qu'en dehors de ces chantiers privés ou hospitalité exceptionnels, Aline a l'art et la manière de sublimer les lieux historiques. Surtout, elle les réinterprète avec énormément de sensibilité et elle les inscrit dans le futur. Aline, vous avez choisi de baptiser votre agence Culture in Architecture, ce qui est quand même assez singulier, là où très souvent les agences portent le nom des fondateurs. C'est quasiment une profession de foi. Pourquoi ce choix et qu'est-ce qu'il dit de votre rapport à l'histoire ? Bonjour Daniel, je suis ravie d'être avec toi, ravie d'être avec vous tous à Maison et Objets. Alors oui, culture et architecture, ce sont deux mots que nous comprenons dans différentes langues, même quand on parle pas la langue. Et en effet, c'est une profession de foi parce que né au Liban, la culture ou l'attachement au romanesque, l'attachement à l'imagination de mondes nouveaux, que nous pouvons également toucher à travers la culture, a créé en moi ce désir d'être architecte. Et c'est pourquoi j'ai appelé l'agence Culture in Architecture. L'idée, c'est de revenir à chaque fois à la source première d'une histoire, d'une vérité, qui est cette vérité poétique que je recherche dans la matière et dans chacun des projets que nous menons à l'agence. Est-ce que ça fait quoi, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années que l'agence existe maintenant ? À peu près, voilà, moi ça fait peut-être 20 ans que je pratique ce métier. J'ai créé l'agence un peu plus tard, quelques années plus tard. Et j'ai toujours dit que l'agence Culture in Architecture est née à Beyrouth, comme moi. J'aime beaucoup cette symbolique d'ailleurs. Et puis je m'attache aussi à cette idée que nos origines sont parfois des chemins qui nous portent, comme le dit très bien Amin Maalouf, un auteur que nous aimons toutes les deux. Il choisit le mot origine pour un de ses livres et non pas le mot racine, parce qu'il dit les racines sont pour les arbres, nous ancrent, et les origines sont des chemins longs qui nous mènent ailleurs. Et je suis très fière de cette double culture et de ce chemin qui m'a menée vers Paris. J'ai étudié en français, j'ai été à l'école chez les jésuites quand j'étais petite, et donc cette langue m'a toujours habitée, la littérature aussi, et le lien est très fort avec l'architecture qui est par excellence le métier du concret. Mais à travers le concret, nous pouvons toujours associer cette idée du romanesque. Alors justement, vous avez fait des études à l'Académie des Beaux-Arts de Beyrouth. Et un des premiers projets sur lesquels vous avez travaillé, Aline, c'est la rénovation du musée Sursock. Oui. À Beyrouth, qui est un bâtiment de 1912, dont j'ai découvert qu'il mêlait des styles ottomans et vénitiens, et donc étant vraiment de style, entre guillemets, libanais. Vous avez travaillé, je le disais, sur des tas d'autres icônes architecturales, et je me suis demandé, quand je travaillais... Enfin, je vais tutoyer, ça sera plus facile. Ça sera plus facile. Quand j'ai travaillé en préparant cette conférence, je me suis demandé si ton enfance à Beyrouth, qui est une ville extraordinaire, c'est un pays où il y a des ruines. Là, on voit par exemple Baalbek. Moi, j'ai eu la chance d'y aller. C'est démesuré. C'est-à-dire que quand on connaît les temples, par exemple, les temples de Sicile, en fait, c'est rikiki, c'est ridiculement petit à côté. C'est un endroit au monde qui est fait d'une couche d'histoire. Et je me suis demandé si cette enfance entre destruction, reconstruction, environnée avec ce patrimoine d'une richesse folle, est-ce que vous pensez que ça a nourri une fibre, est-ce que tu penses, que ça a nourri une fibre particulière ? Absolument. Et tu touches une corde très sensible. En effet,
j'ai choisi d'être architecte parce que ma mère un jour m'a dit en visitant Baalbek, regarde comme on est tout petit face à ces ruines, c'est certainement construit par des hommes d'un autre monde, par des titans. Et en effet, cette idée que l'architecture est très puissante nous élève et puis nous aide aussi à cultiver cet imaginaire et à se sentir également, à se sentir faire partie d'un monde que nous pouvons construire avec des ruines et une guerre quasiment permanente, parce que j'ai grandi dans les années 80, c'était vraiment la guerre civile au Liban. On apprécie la beauté de la fêlure, on apprécie la beauté de ce qui reste, et on s'attache encore plus au patrimoine. Et ayant la chance, après, de toucher à des bâtiments très symboliques, et puis d'une qualité patrimoniale exceptionnelle, que ce soit à Paris, que ce soit en Italie, que ce soit dans différentes régions du monde, peut-être que cette passion pour le patrimoine est également ancrée dans cette enfance où j'aime beaucoup cette idée qu'on découvre tout à l'enfance, on le vit une fois et tout le reste n'est que répétition. Et c'est vrai que cette fascination pour le patrimoine ou pour ce qui reste est presque pour moi un devoir de beauté, un devoir de respect et de sublimation. C'était quelque chose qui était déjà très important dans ta famille et dans ton éducation. Il y avait une sensibilité familiale, on va dire, à la construction, au bâti, à l'histoire, ou c'est quelque chose que tu as finalement développé seul ? Mon père a toujours été sur des chantiers et je l'ai toujours accompagné, c'est un industriel. Donc tu as grandi dans le béton. J'ai grandi dans le béton, mais j'ai surtout grandi dans un paysage de reconstruction permanente. Et au-delà d'une profession qui va continuer en filiation dans la famille, je crois que ma génération de Libanais, je ne suis pas seule, il y avait vraiment une vocation de reconstruire. Et puis, il y a énormément de Libanais qui ont voulu participer à la reconstruction de leur pays, qui parfois ont dû partir pour différentes raisons, parce que justement, ses origines, ses chemins, les racines, et puis tout ce qui nous mène ailleurs. Mais en effet, on grandit avec ce désir de reconstruire et de toucher de très près à cette origine primitive de la ruine, de ce qui reste et de ce qu'on peut en réinventer. Comment est-ce que tu abordes un chantier historique ? Ça a des contraintes très spécifiques, que ce soit la préservation du bâti, la préservation ou l'inscription dans une histoire, comme tu le dis. Dans le cas de la France, on a les monuments historiques dont on sait que ce n'est pas les êtres les plus souples, la structure la plus souple qui soit. Est-ce qu'il y a une manière particulière de procéder et surtout, est-ce qu'il y a une manière systématique de procéder ? Alors, oui, il n'y a pas de manière particulière et systématique. Il y a, comme tu as dit au début, j'aime beaucoup cette idée de la profession de foi. Il y a une sorte de force suprême qui me porte à croire que ce que je fais dans les projets va vraiment aboutir à quelque chose de vrai et de juste, parce que c'est basé sur une recherche profonde et sur un amour infini de l'artisanat d'art, des métiers d'art, de ces gestes, de ces mains que j'adore prendre en photo, que j'adore filmer, que j'adore... J'en profite pour vous conseiller de vous abonner au compte Instagram d'Aline, qui est très fourni et formidable. En plus, elle voyage beaucoup, donc elle ouvre sur des mondes merveilleux. Voilà, donc là, merci. Là, ce qu'on regarde, c'est par exemple l'hôtel de Crillon. Et à l'hôtel de Crillon, il y a une histoire, bien sûr. Tu me demandes aussi comment je commence. J'aime raconter les histoires et j'aime le fait que les espaces que nous visitons nous imprègnent par leurs histoires. Tous ces projets-là, tous ces bâtiments-là ont des histoires à raconter. Là, c'est l'histoire d'une Marie-Antoinette fantasmée qui revient au XXIe siècle, qui veut réhabiter son palais, puisque c'est dans cette pièce qu'elle a appris à jouer au piano. Et puis, elle ne veut pas vivre que dans du mobilier du XVIIIe siècle, historique, mais elle veut vivre avec son temps, puisqu'elle était toujours audacieuse. Et donc, c'est dans cette démarche-là que s'inscrit en effet ce partage de tous ces travaux avec des métiers d'art, avec des histoires. Là, par exemple, sur ce projet-là, j'ai lancé une idée de conservation-transformation. Nous voyons Pascale Mussard à l'écran, présidente de la ville à Noailles, à l'époque qui avait fondé Petit H. Et là, par exemple, c'est tous les objets, toutes les petites choses qui sont tombées dans le chantier et qui sont remises dans le marbre broyé, les anciens marbres de l'hôtel de Crillon, pour constituer ce terrazzo Crillon,
où en effet des meubles deviennent narratifs, deviennent lyriques et racontent l'histoire de cette conservation et de cette transformation. Donc en fait, chaque chose qui reste est une possibilité, une porte ouverte à la création contemporaine aussi. Et à la signification. Absolument. Et à la symbolique, oui. Est-ce que tu as eu des mentors? Alors, c'est une question dont je connais déjà la réponse. Elle est formidable. Est-ce que tu as eu des mentors qui ont eu un gros impact sur ta manière de voir le monde, de penser ton métier ou d'ouvrir les perspectives de ce que tu fais et de comment tu le fais? Alors évidemment, oui, tu connais la réponse. On est en train de voir une image qui me tient très à cœur, qui était le bureau de Karl Lagerfeld. Bien sûr, il y a eu la rencontre avec Monsieur Lagerfeld, qui est fondatrice et qui est fondamentale. Je l'ai rencontré tard. Au début, j'ai aussi eu des profs de philo dont j'étais follement amoureuse. Voilà, que ce soit des femmes ou des hommes qui m'ont énormément appris, qui m'ont énormément apporté. Et puis ensuite, en effet, quand j'ai eu la chance de travailler sur l'hôtel de Crillon, j'étais obsédée par la connaissance et le savoir de Karl Lagerfeld et sa maîtrise du XVIIIe siècle, mais le XVIIIe siècle réinventé, sa manière à lui de prendre le passé et d'inventer un futur. Et évidemment, je n'avais aucun moyen d'approcher Karl Lagerfeld, je n'avais pas ses contacts, je n'avais pas ce réseau. Et peut-être l'écriture, peut-être cette fois aussi que les livres comptent, à travers les visites à la librairie 7L, au 7L, qui était aussi son studio photo. J'ai écrit une lettre, je l'ai laissée à la librairie, elle est arrivée sur son bureau. Karl a aimé la lettre, il m'a appelé le lendemain et a commencé cette collaboration extraordinaire puisque je l'ai invité à travailler avec moi sur l'hôtel de Crillon, sur des suites qu'il a imaginées, que j'ai dessinées avec lui, puisqu'il n'était pas architecte, donc il avait besoin d'un architecte. Mais ça a été une rencontre très forte, très puissante, basée, je pense, aussi sur un sentiment unique de vérité, de se connaître, de se reconnaître. Et puis peut-être quelque chose qui vous rassemble, qui est le choix d'être parisien. Oui. C'est-à-dire que tous les deux, moi c'est mon cas également, nous sommes étrangers. Nous ne sommes pas français, nous ne choisissons pas de devenir français, mais nous adoptons Paris comme notre ville. Absolument. Et nous faisons tout ce qu'il est possible, en notre pouvoir en tout cas, pour la faire rayonner encore plus. Oui. Absolument, c'est tout à fait vrai. Et je me souviens d'une séance de travail avec M. Lagerfeld où on était très nombreux autour de la table. Et à un moment donné, il me regarde et il me dit « Regarde, je suis allemand, tu es libanaise, tes collaborateurs, ils viennent d'où ?» Donc chacun citait Corée, Belgique, Italie. Bon, parfois, c'est pas très loin, hein, États-Unis, etc. Et puis, nous sommes tous amoureux de la France. Et parfois, il faut avoir ce regard extérieur pour tomber amoureux d'une culture. Je reviens de Doha, on en a beaucoup parlé. J'ai animé un workshop avec des étudiants d'architecture. Et à un moment donné, je les entendais dire « Mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'architectes étrangers dans notre ville, dans notre capitale ?» Évidemment, je pense que vous vient à l'esprit l'image sublime de ce musée signé de Jean Nouvel, de projets de Rem Koolhaas, etc. Eh bien, non, cette cross-fertilisation... Mais comme à Paris. Comme à Paris. Finalement, la pyramide du Louvre, la Fondation Vuitton. Évidemment, Guéry, son merveilleux projet. Mais tu as raison, cette cross-fertilisation, ce pont culturel est une source de fertilité absolue pour l'imaginaire. Et parfois, il faut être fasciné par une culture qui n'est pas la sienne. Parce que quand on grandit dans ça, comme moi, quand je reviens au Liban ou quand je suis dans ma ville, il y a plein de choses qui me semblent évidentes et qui, toi, Daniel, te fascineraient. Voilà. Beyrouth est fascinant. Voilà. Qu'est-ce que la collaboration avec Karl Lagerfeld a changé dans ta manière de travailler, dans les perspectives qui ont pu s'ouvrir ? Alors, sans doute, une conviction totale qu'on ne se trompe jamais quand on s'entoure de livres, parce que 33 000 ouvrages dans son studio de photos qui est devenu aujourd'hui le 7L, cette librairie extraordinaire qui anime parfois des conversations culturelles très intéressantes, mais aussi le fait que Karl avait beaucoup d'humilité et il faut qu'on l'ait tous et qu'on la garde tous, cet émerveillement face à la soif de connaissance. C'est-à-dire, moi, ce qui m'anime beaucoup et que ce que j'ai trouvé aussi chez un monsieur Lagerfeld, quand même relativement âgé, parce que je l'ai connu très tard,
il avait toujours cet émerveillement de l'enfant qui découvre et qui veut faire quelque chose d'exceptionnel. Une curiosité absolue. Curiosité totale et aussi une dévotion pour le travail. Et je trouve que cette valeur de dévotion pour le travail, de croire encore une fois que ce qu'on fait est vraiment important, de recommencer, de réessayer, mais de faire sembler, de faire que cela semble tellement facile et tellement évident. Je pense que ça, c'était une grande qualité. Et puis surtout, son érudition folle et le fait qu'il ne se penchait pas sur un sujet uniquement parce qu'il était en train de le rechercher. Tout l'intéressait. Donc, encore une fois, cette curiosité absolue. Oui. On dit souvent que le passé féconde le futur. Est-ce que c'est le cas dans le design ou est-ce que, comme le pensent parfois certains jeunes designers, il est possible de s'affranchir d'hier pour imaginer demain? Oui. Alors ça aussi, c'est une très jolie phrase que Karl citait souvent de Goethe. Il disait qu'il faut inventer le futur avec les éléments du passé. Et Elsa Fitzgerald le disait aussi, hein, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc c'est vrai que c'est impossible de s'affranchir. D'abord, ça n'existe pas. Une page blanche n'existe pas. On est habité, on est animé par de la mémoire, par du souvenir, qui ne sont pas qu'émotionnels, qui sont parfois aussi visuels, historiques. Et donc c'est difficile pour moi de me dire qu'on peut inventer un futur sans composer avec les éléments du passé. Mais j'ajoute aussi que la nostalgie n'est pas forcément quelque chose de moteur. Encore une fois, ayant la chance parfois de faire des workshops ou de parler avec des étudiants, j'essaye de leur passer cette idée que connaître le passé, c'est une chose, mais de s'y attacher à un tel point que cela devient écrasant et impossible pour nous d'inventer. De se figer dedans. Voilà, donc le passé est une sémantique, un vocabulaire qui nous éclaire. Et par ailleurs, quand on y pense, nos ancêtres ont été tous des innovateurs, ont été tous des inventeurs pour inventer les choses que nous considérons aujourd'hui une archéologie. Oui. Voilà. Tu as développé ces dernières années également des collections de mobilier ainsi que d'objets singuliers. Alors, il y a une collection que j'aime énormément, sans doute parce que j'ai une passion immodérée pour les livres, au point de lire l'annuaire téléphonique à certains moments de ma vie. On en a souvent parlé. Qui est celle du béton littéraire. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est, d'où est née cette idée et de quoi il s'agit? Oui. Alors, béton littéraire, c'est comme une évidence pour moi parce que d'abord, c'est né grâce à l'invitation de la Villa Noailles pour ma présidence du jury en 2023 et cette exposition que tout président du jury a comme carte blanche à faire. Et lors de cette exposition, vous devez toujours montrer quelque chose qui vous anime, qui vous habite et qui est vraiment singulier. Et j'ai pensé à béton littéraire parce que la côte de Toulon, la côte d'Hyères, est totalement bétonnée, aussi ville militaire d'ailleurs, comme la ville d'où je viens, à Beyrouth, où soudain le paysage a été totalement défiguré par la guerre, mais qui est ouverte sur la Méditerranée. Donc pour moi, c'est aussi cette beauté de la culture, de la Méditerranée, des vagues qui nous emportent, de la promesse d'évasion qui est le livre et qui est ancrée en nous comme des fondations. Et c'est pourquoi j'ai imaginé cette collection de bibliothèques, de colonnes, de serre-livres, où les livres sont noyés dans du béton et sont aussi structurants que des briques, comme s'ils étaient nos briques intérieures. Voilà. Mais alors, comment est-ce qu'on choisit les livres qu'on va bétonner? Parce que ça veut dire que le livre bétonné ne sera a priori plus ouvert. Plus ouvert, absolument. Mais j'ai une petite astuce, c'est que je garde beaucoup de pages de ces livres. Et puis souvent, c'est des livres dont je m'assure qu'ils existent encore, bien évidemment, et que ce n'est pas des éditions qui sont épuisées et qui sont uniques. Et puis je sais que c'est un acte presque de désacraliser le livre, mais qui quelque part le sublime parce qu'il le fige et le rend essentiel à la construction d'un meuble. Donc voilà. D'ailleurs, tu passes beaucoup de temps dans les livres. Oui. Est-ce que c'est une fréquentation d'ordre quotidienne? Alors, sans doute, parce que je me réveille avec une pile de livres que j'aurais souhaité pouvoir terminer et que je n'ai pas fait. Et ensuite, en effet, au bureau, je suis entourée de tables jonchées de livres. C'est un réflexe pour moi. Je ne vais pas te mentir et te dire que j'ai le temps de lire tous les jours, mais je sais que la présence des livres est essentielle. Je sais que la promesse encore de ce qu'ils ont à me dire ou l'assurance que je sais que je vais trouver une bonne idée si je prends le temps, c'est vraiment une présence très réconfortante.
importantes, comme la présence d'amis très chers qui sont essentiels. Il y a certains livres que je dois avoir en plusieurs exemplaires parce que j'ai tellement peur de les perdre ou d'en avoir un au bureau, un à côté de ma table de chevet. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'encourage fortement et qui, pour moi, dans ma pratique de l'architecture, est essentiel. Et puis j'associe beaucoup ça aussi aux pierres. J'aime cette idée aussi que la terre nous livre ces marbres, ces pierres extraordinaires. Comme des feuilles. Comme des feuilles, comme les couches du temps. Et c'est ce que j'évoque également dans la collection de béton littéraire. J'imagine que dans ton équipe, tu as des jeunes architectes. Oui. Le rapport notamment à l'écrit et au livre est en train de changer énormément ces dernières années. Est-ce que tu les ouvres ou est-ce qu'ils, à travers le travail avec toi, ils s'approprient aussi ce médium dont on peut penser qu'il est peut-être daté? Ah oui, non, mais je pense que c'est essentiel. Bon, d'abord, encore une fois, c'est un état d'esprit. Donc, pour qu'on travaille ensemble, il faut qu'on parle le même langage. Et ce langage passe aussi par le fait d'aimer les mêmes choses ou de désirer apprendre à travers les médiums qui nous sont mis à disposition. Et notre salle de réunion est une grande bibliothèque. Donc, en fait, on ne peut pas échapper au livre. Et c'est vrai que parfois, j'arrive après le week-end avec plein de post-it dans un livre et je partage les images que je vois. Et ça encourage tout le monde, en fait, à revenir aux ouvrages et revenir aux livres et à trouver des images. Bien sûr, on ne se passe pas non plus d'écran. On ne se passe pas non plus de tout ce qui est digital, d'Instagram. Et c'est merveilleux parce que cette connexion entre les deux est essentielle et il ne faut pas s'en priver. Mais d'oublier le livre serait un acte fatal. Oui. Tu travailles actuellement sur un projet assez étonnant qui est le premier train de luxe saoudien baptisé Dream of the Desert. Oui. Alors, le projet est un peu fou. Tout à l'heure, on parlait de l'Orient Express. C'est un projet un petit peu fou dans le sens où là, on installe même les voies de chemin de fer qui n'existaient pas. Et ce que je trouve vraiment étonnant dans ce projet, c'est qu'il a fallu imaginer un vocabulaire graphique, écrire un langage esthétique qui n'existait pas pour exprimer la culture saoudienne. C'est-à-dire matérialiser dans des décors en mouvement, très contraints, on en a parlé tout à l'heure, quelque chose qui existe forcément, mais qui est extrêmement méconnu. Comment est-ce que ça s'est passé ? Oui. Eh bien, c'est une aventure extraordinaire, épique, la traversée du désert. Alors, bien sûr, je vais citer une phrase de Rumi qui dit que le désert est aride, mais il est riche en esprit. Et j'adore cette phrase parce que, en effet, ce désert saoudien est plein d'esprit parce qu'il y a plein de sites archéologiques méconnus, il y a plein d'oasis en fait et de moments d'arrêt qui sont absolument époustouflants. Et puis surtout, il y a une vraie tradition du textile, une vraie tradition de bois sculpté, une vraie tradition de langage différent et qui sont très claniques. Mais qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne connaît pas, du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Il y a aussi des fleurs incroyables qui poussent dans le désert et qui sont violettes, presque comme la lavande, et dont aujourd'hui on a inscrit la couleur en Arabie Saoudite au patrimoine de l'humanité. Donc en fait, il y a plein d'histoires et moi je me nourris d'histoires. Donc comment ça a commencé ? Par le fait de plonger dans ces histoires, d'en tomber follement amoureuse, de se rappeler aussi que l'âge d'or des trains et du voyage, c'est quand même les années 1930. Donc il y a ce mélange de modernité avec une touche d'art déco, mais un respect total et un amour profond pour toutes les découvertes que j'ai pu faire, de tous ces motifs, de toutes ces manières de construire, un peu tribales. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un fil conducteur qui relie le monde entier avec cette manière primitive, primaire de s'approprier la géométrie. Et puis en Arabie Saoudite, évidemment, et puis dans les arts de l'islam, il y a toujours cette idée de la géométrie. Et donc, on réinterprète à travers des motifs, à travers une connaissance qu'on veut, plus approfondie que juste l'image première. Mais tu m'avais expliqué que ça avait été un travail que tu avais fait, mais que tu avais fait aussi vraiment en ping-pong avec le gouvernement saoudien, oui. Pour être vraiment certain d'exprimer convenablement et de ne pas éventuellement dénaturer.
Alors c'est très intéressant. D'abord, c'est une histoire qui se passe entre l'Italie et l'Arabie saoudite. Mais comme tu le dis très bien, en effet, on a travaillé très intimement avec le ministère de la Culture, avec le ministère de l'Information, mais aussi avec une section qui a été créée au ministère de la Culture qui s'appelle le Department of Fashion. Donc vraiment qui s'intéresse qu'aux motifs et à la mode et à l'échelle du motif. Donc c'est très intéressant parce que c'est une générosité aussi de la part des Saoudiens de s'ouvrir au monde, c'est merveilleux, et ensuite de partager leurs connaissances profondes et eux aussi de découvrir comment, en déformant parfois un triangle ou son angle ou la direction qu'on utilise pour un pattern, il est plus du tout saoudien. Et donc, on a voulu être très à l'écoute de cela pour que ce projet soit, encore une fois, un fruit de cross-fertilisation fertile aboutie, qui soit la fierté des Saoudiens avec une haute ingénierie italienne de très grand calibre, puisque tout est fabriqué à partir de wagons existants de Trenitalia, que vous voyez ici, qui sont complètement restaurés, rénovés, complètement réhabillés pour pouvoir rouler dans le désert. Donc c'est vraiment ce pont culturel aussi qui est très intéressant. Ce train va rouler à échelle de combien d'années? Parce que s'il faut construire les voies de chemin de fer, ça prend quand même un petit peu de temps. Oui, alors il y avait très peu de chemins de fer. Ils sont en train d'être étoffés. Il y a des circuits qui n'existent pas du tout. Il va de Riyad jusqu'à la Jordanie, en passant par Aloula, qui est donc une perpendiculaire, et cette perpendiculaire n'existe pas. Et en effet, donc ça prend du temps, mais avec des efforts surhumains qu'on connaît peuvent être dépassés par ce genre d'ambition, il sera sur les rails fin 2026. Ah oui, donc ça va très vite. Très vite, okay. Voilà. Qu'est-ce qui alimente ta créativité, tes réflexions, d'une part, et d'autre part, comment est-ce que tu animes des équipes qui sont partagées entre Paris, le Liban, puisque l'agence est à oui. 2 pôles, oui. Tous ces projets à l'étranger, et toi-même qui as de la famille en Suisse, donc en plus ça complique un tout petit peu l'équation. De quelle manière est-ce qu'à la fois on se nourrit et à la fois on parvient à gérer et à transmettre et à échanger et à nourrir, etc. Oui. C'est vrai que j'ai une chance énorme, c'est que j'ai une équipe formidable et qui est animée par la même énergie, infatigable, voilà. C'est vrai qu'on échange à toute heure de la journée, ce qui n'est pas parfois, voilà, ce qui est usuel. Beaucoup de WhatsApp, disais-tu. Beaucoup de WhatsApp aussi, mais c'est vrai qu'on a un groupe WhatsApp avec l'agence et des sous-groupes par projet, mais le groupe WhatsApp de l'agence est nourri tout le temps. Tout le monde est au courant de tous les projets. Et c'est ça qui est très intéressant. Tout le monde a l'impression de participer à tous les projets, même quand il ne les dessine pas. Et en même temps, la réflexion sur un projet va nourrir un autre. Là, on est en train de regarder Venise, par exemple, où je passe beaucoup de temps en ce moment. Et Venise, pour moi, c'est aussi un clin d'œil, parce que Venise d'Orient, parce que cette sublime phrase aussi, qui est quelque part sur une des images de Théophile Gautier, qui dit que c'est une église catholique construite par un califat émerveillé et une mosquée construite par un évêque tombé amoureux de tous ces motifs. Donc c'est très très beau cette idée du pont culturel, mais c'est aussi sublime tout ce dont on hérite du passé, toutes ces histoires que les murs nous racontent, la manière de le réinventer, d'en faire un Orient Express, puisque ce sera un hôtel Orient Express, alors que le train ne l'est pas. Le train ne l'est pas. Et puis, en effet, par exemple, là, c'est un projet où toutes les images vont nourrir également les autres équipes qui vont travailler sur peut-être un autre projet en Italie, puisqu'on travaille sur le lac de Côme, ou peut-être un projet en Suisse qui n'a rien à voir, mais c'est tous ces métiers d'art aussi, tous ces gestes, toute cette patience pour l'ouvrage, c'est aussi la patience qu'un architecte doit trouver pour le dessin. Et puis je trouve que ça, c'est un très beau dénominateur commun aussi pour tous. Tu fais partie des architectes qui aiment profondément aller dans les carrières, notamment de pierre. Qu'est-ce que ça apporte d'aller au plus brut de la matière ?
Je suis animée par les dualités qui se retrouvent d'ailleurs chez chacun de nous. On aime tous les opposés. J'aime ce geste précieux, rare et attentif d'une main qui brode, mais aussi cette force puissante de la pierre, de la terre, de la carrière. Sans doute le mythe de la caverne de Platon aussi, c'est-à-dire rentrer au plus profond de l'obscurité pour apercevoir la lumière et choisir la lumière, choisir la vérité. Et en fait, tout cela, pour moi, est un acte aussi très symbolique. Quand j'ai travaillé sur la collection que j'ai appelée La mémoire des pierres, qui est inspirée d'un texte de Roger Caillois, pour moi, c'est comme un acte de baptême. En fait, j'amène toutes les pièces qui sont conçues, dont les pierres sortent de cette carrière, la pierre de Vicenza, par exemple. Toutes les pièces sont photographiées d'abord dans la carrière avant de ressortir dans le monde. Donc c'est une sorte de symbolique. Je m'attache beaucoup à tout cela. Et ça se passe parfois très vite et de manière très simple, pas aussi romanesque que je le dis. Mais c'est des petits rituels qui sont des actes d'ancrage dans quelque chose qui est important pour moi et qui, je pense, sublime les pièces quelque part, leur donne une autre narration, une autre importance. Donc oui, les carrières, c'est fascinant, mais aussi cet usage de l'upcycling, de cette idée aussi que tout ce qui reste de tous nos chantiers, par exemple là, les tables que nous voyons, les plateaux des tables sont les restes d'un bloc que nous avons utilisé pour le Jules Verne. Et donc, il restait quelques échantillons, quelques dalles de ce bloc d'onyx sublime, nervuré, dont nous avons tracé certaines lignes au fil d'or avec le chef Frédéric Anton. Eh bien, je ne peux pas imaginer une seule seconde que ça parte. Oui, ou que ce soit un rebut qu'on laisse quelque part. Et on appelle souvent ça le cimetière des marbriers. C'est cet arrière-parking de tous les marbriers où il y a plein de chutes de dalles et de tranches qui ne servent plus à rien et qui sont parfois absolument sublimes. Il suffit de s'y intéresser et de les élever au rang de l'objet d'art. Voilà. À ce stade de ta carrière, est-ce que tu dirais que la culture, la connaissance de l'histoire, de l'art sont absolument indispensables dans le métier, qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus? Oui, je suis assez d'accord, mais de manière qui soit quand même relativement légère et accessible. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être diplômé avec un PhD, avec un doctorat. Enfin, on peut vraiment... La connaissance, elle est partout, et puis la culture est partout. La culture de la rue est extraordinaire. On parlait de Paris, de notre amour pour Paris. Ce qui est merveilleux à Paris, c'est qu'on n'a même pas besoin de rentrer dans un musée. On sait très bien qu'en traversant juste la cour d'un musée ou en passant à côté, il y a quelque chose qui va infuser en nous. Donc, en fait, de rester très ouvert, de s'intéresser à tout, et puis surtout de sortir de sa zone de confort. Je pense que s'il y a bien une chose que j'apprécie, c'est quand les équipes échangent entre elles sur une exposition à voir, quand elles vont voir une nocturne, quand elles se donnent rendez-vous le samedi ou le dimanche. Alors oui, c'est un acte parfois de confession de foi. En effet, on rentre à l'agence et puis soudain, samedi, dimanche, ça fait partie de ce qu'on fait. Mais c'est merveilleux de savoir que tout est à portée de main. Nous en parlions aussi tout à l'heure. On vit dans un monde tourmenté et torturé. Quelle chance nous avons parfois d'habiter des villes où la paix est une évidence, voilà, d'être à Paris ou dans n'importe quelle autre ville, voilà, de ce continent où il se passe, enfin, où les choses vont parfois mieux, pas forcément le continent en entier, c'est vrai, je vois dans tes yeux ce que tu penses, mais en effet d'apprécier cette capacité qui nous est donnée et qui est un peu partout, celle d'aller apprendre ou de s'intéresser à faire des expositions, rentrer dans des galeries, acheter un livre, voilà. Alors justement, pour ce qui est des sujets un petit peu pas de côté, tu es une grande amatrice de mode, tu es une grande sensible à la mode. Aline a eu la chance de faire un petit salon pour 19M. En quoi est-ce que la mode est également vecteur d'idées, d'innovation, de champs de possibles? C'est très intéressant, Daniel, parce que tout comme les créateurs de mode regardent ce que les architectes font pour s'en inspirer,
tous ces univers de création sont très, très poreux. Pour moi, la mode, c'est d'abord un acte manifeste de transformation. Le pouvoir d'un vêtement de transcender une journée, de se réinventer, de s'inventer un caractère. Ça, pour moi, c'est très intéressant, mais aussi cette idée que pendant mon enfance, quand on était dans cette situation d'adversité au Liban, ma mère se faisait un point d'honneur de s'habiller, d'être toujours splendide, même quand on courait pour se cacher dans un abri. Et en fait, c'était pour moi un acte de résistance et de dignité par la quête de beauté, que ça soit aussi le fait de dresser une sublime table, mais d'avoir des sacs de sable devant les fenêtres. Il y avait aussi cette espèce de s'accrocher à la vie par les choses qui peuvent sembler futiles, mais qui veulent dire on est vivant. Et c'est pourquoi mon rapport à la mode est plus profond que seulement le fait de s'habiller et d'avoir un joli look. Et là, ce qui me fascine, par exemple, dans ce que nous regardons en ce moment, ces images, c'est tous les gestes de ces artisans, des métiers d'art de la mode. On a parlé de Chanel, puisque là, nous sommes au 19e, au Petit Salon. Et puis, le 19e, c'est cet endroit merveilleux où il y a 700 artisans qui viennent travailler tous les jours pour pratiquer chacun dans les 8 maisons des métiers d'art qui sont rassemblées dans ce lieu unique, son métier. Que ce soit les plisseurs de Le Marié l'Oignon, que ça soit que là, nous avons transformé en staff, en fait. Et par exemple, sur l'image d'avant, ce que nous venions de voir ici, c'est comment une archive d'un métier d'art de la mode qui sert encore à plisser des jupes, plisser des vêtements, plisser un tissu, a inspiré pour moi ces matières rigides qui deviennent des murs vivants, comme ce qu'on voit là, et cette idée de flirter du métier d'art de la mode vers le métier d'art de la décoration et de pouvoir réaliser avec la même intensité, la même attention aux gestes, la même passion pour l'artisanat d'art, des ouvrages qui sont pérennes et qui sont au-delà de la mode, mais qui s'inspirent de la mode. Donc voilà ce que nous voyons en fait comme exemple. Et par exemple, si je prends un exemple un peu plus concret, cette expérimentation que nous avons réalisée ici au 19e me permet aujourd'hui, sur un chantier privé, de faire tout un couloir de nage sur une piscine absolument extraordinaire, sur 30 mètres de long, de ces murs où on sent en effet la vibration du geste de plisser la matière, mais avec de la matière pérenne. Donc c'est très intéressant. Est-ce que la France est un terrain de jeu exceptionnel au monde pour ce métier, pour ton métier et pour tous les métiers qui s'agrègent autour de ce métier? Absolument. Et je dois dire qu'il y a une exception culturelle française qui existe, qui est vraie. Encore une fois, peut-être en tant qu'étrangère, j'en suis encore plus amoureuse. Il y a aussi ce label qui a l'air anodin et simple, parce qu'on est en France et on le connaît, qui s'appelle EPV, donc l'entreprise du patrimoine vivant, qui reconnaît les talents et les savoir-faire d'entreprises exceptionnelles et qui donc leur permet la transmission. Et il faut imaginer que dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures du monde, il y a des métiers exceptionnels. Mais il y a quand même une exception française où cet artisanat d'art est reconnu. Et puis je suis très fière avec mon agence de faire partie de ces agences qui font rayonner les savoir-faire français, qu'on aime croiser aussi avec les savoir-faire de chaque pays où on arrive. Mais c'est vrai que le monde entier est friand de ces métiers d'art français. On sait que les États-Unis, par exemple, regardent avec émerveillement, même d'ailleurs la Grande-Bretagne. Le UK, qui est juste à côté, n'a pas du tout développé comme la France l'a fait. Et par ailleurs, une petite anecdote, c'est que lorsque le roi Charles a visité Paris, il a visité l'Élysée. Charles III, le dernier. Charles III, le dernier, pardon. Il a visité, parce qu'il y en a un autre pour qui on a construit une salle de bain exceptionnelle, c'est vrai. Mais c'était Georges et pas Charles. Mais quand le roi Charles III a visité Paris, il a été à l'Élysée et il a été aussi au 19e, voir les images que vous voyez aussi de tous ces artisans en train de réaliser leur ouvrage, pour réaliser un lien aussi avec sa fondation, à lui qui s'intéresse aux gestes. Donc en fait, ce qui se passe en France est absolument supérieur à tout ce qui se passe ailleurs dans le monde à ce niveau-là. Que rêves-tu de faire après avoir fait des palazzos fous, la Tour Eiffel, le Crillon, un train dans le désert, des palais dont on ne peut même pas parler? Qu'est-ce que tu rêves de faire?
J'adorerais partager cette passion que j'ai pour le Liban et pour Byblos, qui est le port de l'humanité, où on a inventé l'alphabet. Je sais qu'il y a une très belle bibliothèque qui va être réalisée là-bas, mais en effet, de pouvoir réaliser au Liban un projet qui soit celui qui démontre de toute cette culture millénaire et aussi des savoir-faire à Beyrouth. Je pense que je suis très attachée à cette idée du savoir et de la culture qui relie les êtres humains les uns avec les autres, et peut-être sur les rives de ma Méditerranée à moi, donc Beyrouth ou Byblos, voilà. On l'espère. Merci infiniment. Il nous reste 6 minutes. Est-ce que vous souhaitez poser des questions à Aline ? Alors, on va vous donner un micro au premier rang. Bonjour, merci déjà pour tout ce que vous nous avez raconté, c'était très poétique. Moi j'ai une petite question. Donc, je suis jeune architecte d'intérieur et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur votre processus créatif. Donc, quand vous commencez un projet, est-ce que vous commencez par prendre des photos du lieu, faire des recherches historiques sur le bâtiment ou sur le contexte? Est-ce que c'est par le dessin, la maquette d'études? Voilà, un peu la chronologie de comment est-ce que vous commencer un projet. Oui, merci de poser cette question très intéressante. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'hiérarchie dans l'action. Il y a plusieurs actions parallèles. Donc, ce que vous dites, oui, en effet, les photos, connaître l'histoire d'un chantier, connaître voilà, la qualité du sujet. Et puis en même temps, regarder des plans, parce qu'il faut être très concret aussi. C'est-à-dire, il y a toujours un programme, il y a toujours un agencement, il y a toujours soit une rénovation, soit une création d'espace. Et donc, être à l'écoute de son commanditaire, de son client, qui est un partenaire, en fait, dans cette mission. Et donc, rassembler toutes les pièces d'un puzzle, parce que c'est un très grand puzzle. Et l'idée, au début, c'est toujours de rester à l'écoute de tout. Donc, que ce soit l'histoire du bâtiment et du projet, le programme, et puis surtout se pencher sur un dessin et ne pas hésiter à faire, refaire, pour que la réponse semble juste pour durer. Parce que créer des espaces ou créer des décors qui sont des décors éphémères, alors c'est très louable quand c'est une exposition, quand c'est un manifeste, mais quand nous approchons les projets de manière architectonique, durable, pour moi, le premier acte de développement durable, c'est de construire quelque chose que nous avons envie de conserver plusieurs années après et que nous n'avons pas envie de démolir et de remplacer. Et donc, garder toujours en tête cette démarche-là. Toi, tu écris beaucoup aussi. Oui, c'est vrai. J'aime aussi l'idée d'écrire un scénario pour un projet, de l'imaginer et puis de savoir que voilà, ce qu'on a imaginé, le caractère qu'on imagine, ou je ne sais pas, j'ai parlé de Marie-Antoinette pour l'hôtel de Crillon, mais j'imagine la Casati qui arrive à Venise, ou Peggy Guggenheim qui revient visiter Venise, mais pour entrer dans ce palais. Comment ils agiraient, qu'est-ce qu'ils feraient, quel est le sens de l'accueil, quelle est la théâtralité à laquelle ils voudraient être confrontés, ou qu'est-ce qui va les séduire, et d'imaginer des choses vraiment réelles, mais par la force de l'imaginaire aussi. Ça aide énormément à écrire, que ce soit par le texte, mais aussi écrire un scénario dans sa tête. C'est intéressant, oui, c'est important. Est-ce qu'il y a une autre question? Il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous pouvez, merci, passer le micro? Alors, bonjour. Merci de votre attention. Alors, on est étudiante, nous, en design d'espace, et on aurait une question pour vous, si vous voulez bien. Ce serait quels conseils vous pourriez nous donner donc, à nous, étudiantes, et aux étudiants que vous avez pu accompagner par le passé, qui voudraient, comme vous, travailler autour de ce patrimoine culturel dans ces eaux-là? Oui, alors il n'y a pas de recette pour travailler autour du patrimoine. Soit on fait des études très approfondies qui mènent à devenir un architecte des bâtiments ou un historien spécialisé. Mais sincèrement, je pense que la seule possibilité
de pouvoir réagir face à un bâtiment du patrimoine, parce qu'il n'y a pas de vocation forcément à travailler sur un projet du patrimoine, c'est de s'y intéresser vraiment et de regarder, de lire, de s'intéresser vraiment à chaque lieu qu'on visite, de poser 2-3 questions. Alors, il ne faut pas penser aussi que quand je fais des expositions ou quand je rentre dans des lieux, je passe des heures et j'ai envie d'écouter des historiens et des guides, mais pas du tout. Mais en effet, il faut capter l'essence de quelque chose. Il y a une chose qui me semble pour moi importante, c'est de me laisser imprégner par voilà, une vérité, une histoire, de retenir quelque chose. C'est pour moi aussi un moyen de rendre hommage à tout ce qu'on visite, à tout ce qu'on voit. On n'est pas forcément obligé d'en savoir toute l'encyclopédie. Et puis si un jour on a la chance de pouvoir se pencher sur un sujet, à ce moment-là, on se pose là-dessus. Là, si je prends le cas du projet du palais Donna Giovanelli, Futur Orient Express à Venise, cela fait 8 ans que je travaille avec mon équipe dessus et je peux vous dire que jusqu'à présent, je découvre des choses ou que parfois je suis passée devant des fresques et que j'ai trouvé ça très très beau parce que c'est très très esthétique et que c'est très ancien, mais que maintenant je m'intéresse un petit peu plus pourquoi la tête a été coupée ou quelle est la tête, qui est le personnage qui est signifié dans cette fresque, et je me sens le devoir aussi de connaître tout ça. Pas forcément parce que je veux raconter l'histoire précise, mais parce que s'il y a un petit clin d'œil, s'il y a un petit miroir posé, s'il y a un petit détail dans l'agencement d'espace ou dans l'architecture intérieure que je dessine qui révèle quelque chose, eh bien, comme par exemple là, cette fresque, j'adore le nœud qu'il y a sur le sous-vêtement de la déesse qui est au plafond, et ce nœud est devenu un ruban sur le tapis. En fait, c'est un jeu de correspondance, c'est-à-dire il faut tomber amoureux de chaque bâtiment et puis essayer à chaque fois de le regarder avec émerveillement et de découvrir quelque chose, comme après une très longue histoire d'amour où on n'est pas las de l'autre. Merci infiniment. Très joli mot pour terminer. Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Et une fois encore, Aline, je sais à quel point ton agenda est chargé. Merci pour ce cadeau. Merci à toi, Daniel. Merci à vous tous. Et bravo à Maison et Objets de nous réunir parce que c'est quand même un très, très beau salon et c'est des valeurs que nous partageons. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Daniel.